Caroline Deliri, qui va vous présenter la conférence, a évolué au sein de divers milieux sociaux et culturels, l'incitant à chercher ce qui nous unit plutôt ce qui nous divise. Cette quête l'a amenée à poursuivre des études en droit de l'homme, en anthropologie et en sciences de l'éducation. Après un parcours dans la solidarité internationale et l'éducation de rue, elle se consacre à la communication non violente. Cette approche l'a accompagnée dans l'encadrement d'équipes d'éducateurs, dans l'accompagnement de groupes d'enfants, ainsi que dans sa vie de maman et au sein de son couple. Puis, elle décide de persévérer dans son engagement pour contribuer à un changement éducatif. Formatrice certifiée en CNV par le Centre international, Caroline intervient pour l'association Déclic, CNV Éducation, qui œuvre pour soutenir la posture des adultes afin de développer une autorité inspirante où l'enfant apprend le respect de lui, des autres et de son environnement. Elle assure également la coordination pédagogique de cette association. Donc, Caroline, bienvenue au Forum des enfants d'aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la communication non violente ou qui ont juste entendu parler, donc c'est un processus qui a été créé par un psychologue américain, voilà, qui s'appelait Marshall Rosenberg et qui a beaucoup œuvré dans le milieu éducatif, pas que, mais notamment dans le milieu éducatif. Voilà, et une de ses phrases est « Si nous voulons la paix, il nous faudra éduquer d'une manière radicalement différente les prochaines générations. » Donc qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant qu'adultes, pour les enfants de demain? Je crois que globalement, on aspire tous à ce qu'il y ait moins de violence, à ce qu'il y ait plus de paix. Et si on veut des enfants demain dans une planète où il y a plus de paix, alors ça veut dire qu'il faut qu'on change quelque chose. Et pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on change notre rapport au pouvoir. Les rapports de pouvoir qui existent dans les structures éducatives, les rapports de pouvoir qu'on a avec nous et qu'on a avec les autres. Parce que c'est comme si on a oublié à un moment donné que les êtres humains, ce qui est essentiel pour nous, ce qui nous relie, ce sont nos besoins. Et c'est de ça dont on va parler ensemble. Les besoins humains, c'est notre fondement. C'est-à-dire que n'importe quel être humain sur cette planète, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre fonction sociale ou professionnelle, nous avons les mêmes besoins. Par exemple, si je vous demande, si je pars de la base et que je vous demande une plante, de quoi elle a besoin pour vivre, qu'est-ce qui vous vient? S'il y en a qui veulent partager. La lumière, de l'eau. Exactement, donc elle a besoin de nourriture, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'hydratation. A priori, elle a aussi besoin d'amour, aussi besoin de soins. Et si je vous demande les animaux, ils ont besoin à peu près de la même chose, et puis il y a d'autres choses. Ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de tendresse, de contact, ils ont besoin de sociabilité, voilà, d'avoir d'autres chiens avec qui jouer, par exemple si c'est un chien. Et puis les êtres humains. Les êtres humains, c'est pareil. On a tout ça, et puis on a encore plein d'autres choses encore. On a beaucoup de besoins de relations, on a des besoins qui sont liés à notre épanouissement, à notre évolution. On a des besoins qui sont liés à la connexion aussi à notre environnement, la connexion à la Terre, peut-être la connexion à plus grand. Enfin, voilà, la liste des besoins humains est encore plus grande que celle du reste de la vie. Et en fait, ça s'est un peu perdu de vue dans notre modèle de société et dans nos structures. C'est comme si, moi j'ai l'impression, dans les structures, et donc si je prends les structures éducatives, c'est comme si le besoin de sécurité était venu prendre le pas sur tous les autres besoins. Tout est extrêmement organisé. Il y a beaucoup besoin d'ordre, d'organisation, de repères, de sécurité. Voilà. Et les choses sont normées, et elles fonctionnent comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand un être humain n'a pas ses besoins qui sont nourris? Eh bien, ça commence à grossir à l'intérieur. Ça commence à grossir. Et quand ça grossit, ça grossit, ça grossit, bah peut-être à un moment donné, ça explose, et on appelle ça la violence. La violence, c'est l'expression tragique de besoins qui ne sont pas satisfaits. Si par exemple, vous arrivez
vous avez un rendez-vous professionnel, quelque part, et puis vous arrivez, et en fait, personne ne vous dit bonjour. Personne ne vient vers vous, personne ne vous accueille, personne ne vous introduit. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Eh bien, il va y avoir quelque chose qui va certainement se rétracter, qui va se fermer. Peut-être certains auront envie de fuir. Ou peut-être d'autres seront plutôt en colère. Mais il y a quelque chose qui va s'agiter à l'intérieur de nous quand notre besoin d'accueil n'est pas satisfait. À l'inverse, si vous arrivez et que quelqu'un vient vous accueillir, bienvenue, vient vous présenter aux gens, que les personnes sont souriantes, chaleureuses, alors là, il y a quelque chose qui va plutôt être peut-être dans la détente, dans la joie, quelque chose qui va s'ouvrir. Ça, c'est notre fonctionnement de base d'être humain. Quand nos besoins sont rencontrés, tout qui peut se fermer à l'intérieur de nous, et au contraire, quand nos besoins sont rejoints, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fonctionne, de base. Et un petit enfant fonctionne très très bien comme ça. Voilà, sauf que lui, il a une seule manière de l'exprimer, c'est en pleurant si c'est pas satisfait, et sinon il va plutôt être voilà, dans le sourire et dans le rire. Quand on est enfant, on est extrêmement connecté à nos besoins. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit parce qu'on n'a pas encore tout de suite la pensée, mais on sait ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Et on essaye de se connecter à ce qui est vivant chez les autres, et on essaie aussi de se connecter à ce qui est vivant dans la nature. On peut voir les enfants qui explorent absolument tout, qui s'intéressent à tout ce qui est vivant. Ils veulent tout comprendre, ils veulent tout découvrir. Et puis au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose qui s'éteint un petit peu à cet endroit-là. Et puis on commence à avoir des modes de fonctionnement qui passent davantage par la pensée. Et puis quand on devient adulte, une bonne partie d'entre nous fonctionne beaucoup avec notre cerveau. Et on en reste là. On est beaucoup dans nos pensées. Et donc dans une situation comme tout à l'heure, où on va arriver quelque part et qu'on n'est pas accueilli, peut-être on va tout de suite avoir des jugements dans notre tête. Des interprétations. On va avoir des pensées sur ces gens qui disent pas bonjour, peut-être qu'ils sont pas très polis, peut-être qu'ils sont pas agréables, c'est vraiment pas sympa. Enfin bref, on va commencer à avoir un petit film dans la tête. Et ça, c'est ce qui commence à nous couper de nous-mêmes. Donc ça, c'est ce que je viens de dire, hein. Donc, mouvement de fermeture, de réaction. Et quand j'ai un mouvement de fermeture, de réaction, évidemment, j'ai pas envie de coopérer. J'ai pas envie de relationner avec les gens. J'ai pas envie de donner le meilleur de moi. À l'inverse, quand mes besoins sont nourris, hein, quand il y a dans les deux sens, vers l'un et vers l'autre, au contraire, là, il y a de l'énergie et il y a de l'envie de coopération. Je vais vous présenter deux modèles qui, à notre sens, illustrent, alors de manière schématique, on est d'accord, hein, la vie peut être beaucoup plus subtile que ça, mais c'est simplement pour donner des repères. Ça illustre un petit peu la manière dont nous avons été éduqués, on va dire surtout dans nos sociétés occidentales, même si pas que, mais je ne vais pas faire ici un cours de sociologie, la manière dont nous avons été éduqués depuis bien longtemps, hein, des siècles et des siècles, voire des millénaires selon certains chercheurs. On a cette croyance centrale qu'il existe le bien et le mal. Vrai, pas vrai, je ne sais pas, je ne suis pas là pour vous convaincre, hein, c'est juste un constat. Et donc avec l'idée qu'un être humain ignore au départ, un petit être humain, ignore ce qui est bien et ce qui est mal. On a eu aussi des époques où on imaginait que les enfants venaient au monde avec quelque chose de mauvais à l'intérieur d'eux et qu'il faudrait l'éradiquer. Hein, je vous renverrai aux écritures sur la pédagogie noire, notamment Alice Miller, qui parle de ça. Alors aujourd'hui, on a évolué, bien heureusement. Mais donc quand je pense qu'un enfant ne sait pas ce qui est bien et mal, alors je vais l'éduquer pour lui permettre de reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Assez classiquement, on utilise la punition et la récompense. Et puis, punition-récompense, c'est aussi la même chose que les menaces. C'est aussi tout ce qui est l'ordre des exigences. Voilà, il faut obéir, le déni de choix et le jugement. Et donc, tout le langage qui est autour des jugements. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Ça a pour conséquence, bien souvent, on va être un enfant qui va être plutôt soumis ou plutôt rebelle. Parce que l'être humain, de base, il aime avoir un espace de choix. Et quand il n'a pas cet espace de choix, alors il commence soit à se soumettre parce qu'il a peur, soit à se rebeller parce qu'il a plutôt cet instinct qui a envie de combattre.
Ça arrive beaucoup à l'adolescence notamment. Vous voyez le moment où on se dit que les enfants, ah c'est pas possible, il fait sa crise d'adolescence. Alors l'adolescence c'est compliqué sur plein de niveaux que j'explorerai pas là, mais c'est aussi parce que c'est un moment où l'enfant décide qu'il a envie de décider par lui-même. Et il essaie de reprendre son pouvoir. Et quand il vit dans un contexte où il a énormément de contraintes et où il n'a pas cette possibilité d'exister par lui-même, alors peut-être il fait le choix de se rebeller. Une des autres conséquences qui pour nous sont assez tristes, c'est le fait que nous grandissons avec des références externes absolues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai appris depuis enfant que c'est la personne qui a le pouvoir sur moi, entre guillemets, c'est-à-dire souvent l'adulte, qui sait mieux que moi. C'est elle qui sait si j'ai chaud, si j'ai froid, si j'aime ça, si j'aime pas ça. C'est elle qui sait un peu tout ce qui est bien pour moi. Et donc, progressivement, j'attache plus d'importance au regard extérieur qu'à mon propre regard, moi, à l'intérieur. Je peux, potentiellement, perdre ma boussole intérieure. Et je peux avoir une estime de moi qui est basée sur le regard des autres. Si les autres apprécient ce que je fais, alors je vais plutôt avoir une estime de moi assez bonne. Et si les autres désapprouvent ce que je fais, rapidement je peux être déstabilisée. Moi je suis étonnée de voir dans des stages où on est seulement entre adultes déjà, combien est-ce que cette notion d'erreur est impactante. Comment encore adulte, on peut être tétanisé à l'idée de faire une erreur. Comment on peut vivre de la honte à l'idée de se tromper, d'être jugé. Et ça crée des adultes qui ensuite vivent dans une société où il y a ce système de comparaison, de compétition, de domination, et on peut me remettre parfois son pouvoir à notre chef, et puis au chef, au-dessus de nos chefs, etc., etc. Et comme on a été éduqué avec cette croyance que, bah oui, mais si on punit pas et qu'on récompense pas, ça ne marche pas. Mais cette croyance, comme on l'a appris que c'était ça qui était vrai, on la reproduit et elle devient vraie. Donc ça fait un cercle, évidemment. Ça se reproduit à l'infini. Et une des bases du langage de ce système conditionné, c'est ce qu'on va dire, c'est le système un peu conditionné, même si évidemment on peut trouver aujourd'hui des lieux qui ne sont plus exactement comme ça. Mais ce système conditionné, il a comme point commun un langage du jugement. Voilà. C'est beaucoup autour du langage des jugements. Mais ça vient d'abord de notre système de pensée. Le langage, c'est l'expression de notre système de pensée, qui se traduit ensuite. Et l'aspiration de la communication non violente, et puis bien sûr de plein d'autres courants, c'est d'aller plutôt vers une autre croyance, qui peut être vraie ou fausse selon chacun, à chacun de choisir, mais que nous on préfère, qui est celle que tous les êtres humains ont des besoins, et qu'un de ces besoins, c'est qu'il aime contribuer. Et ça, pour moi, c'est une évidence, parce que quand on se demande les uns les autres, quand est-ce qu'on a contribué pour quelqu'un il n'y a pas longtemps? Quand est-ce qu'on a fait quelque chose qui a permis à quelqu'un de vivre du bien-être? Mais tout le monde est tellement heureux quand il se reconnecte à ça. Moi, je me rappelle quand je bossais avec des gamins dans des quartiers populaires, là, en région parisienne, avec un certain nombre qui avaient un curriculum vitae en termes de bêtises assez impressionnant. Ces mêmes gamins, c'était les premiers, en fait, dans la cour de l'immeuble, s'ils voyaient une personne âgée qui portait ses courses, de courir vers la personne pour l'aider à porter ses courses. Et c'était les mêmes que quand on les emmène en voyage humanitaire, il y a quelque chose qui se transforme, parce que pour une fois, c'est eux qui peuvent aider les autres, qui peuvent contribuer, qui peuvent mettre leurs compétences au service. Voilà, on aime faire ça. Et les études en neurosciences nous montrent ça, nous montrent que les enfants sont dotés d'empathie dès le départ, et que s'ils peuvent aider, ils le font naturellement. Vous voyez cette petite vidéo où on voit un enfant qui essaye d'aller attraper le stylo par terre que sa maman a fait tomber pour essayer de lui redonner. Voilà, ça c'est notre base. Alors si on part de ce principe-là, qu'un enfant au départ, il a de l'empathie et qu'il aime contribuer au bien-être de lui-même aussi, bien sûr, c'est pas que vers les autres, c'est moi-même, les autres et mon environnement, alors peut-être je vais l'accompagner à garder cette empathie, à alimenter le fait d'être en lien avec lui, avec les autres, et à lui partager la conscience des besoins mutuels. C'est-à-dire que c'est important qu'il prenne en compte ses propres besoins, et c'est aussi important qu'il prenne en compte les besoins des autres. C'est pas ou, c'est et. Et donc on va être dans cette forme d'écoute mutuelle,
d'apprentissage aussi de prise de responsabilité personnelle, c'est-à-dire j'arrête d'être dans mes dénis de responsabilité et d'en dire que c'est l'autre qui c'est pour moi. Non, c'est moi-même qui continue de garder ma boussole intérieure et de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi et d'être à l'écoute des autres pour aussi les prendre en compte. Et créer des solutions ensemble, quand on n'est pas d'accord. Avec l'idée que ça puisse permettre de garder nos références internes qui sont relatives à chacun et en même temps qui sont quand même comme dans cette base mutuelle de besoins et d'idée que... J'ai pas parlé tout à l'heure qu'on a aussi des besoins de groupe. J'aurais pu aussi prendre les groupes humains. Les groupes humains aussi, ils ont des besoins. Souvent, les groupes humains, ils ont besoin de sens, par exemple. Ils ont besoin d'une direction commune. Ils ont besoin de coopération. Voilà, les groupes aussi. Et quand on fait ça, alors ça peut créer des structures avec des adultes où on est davantage dans de la coopération, dans de la complémentarité et dans la notion d'interdépendance. Je me prends en compte, mais j'ai conscience que, étant donné qu'on dépend tous les uns des autres à un certain niveau, alors c'est aussi important de prendre en compte les besoins des autres êtres humains. Même le plus grand PDG d'une entreprise, s'il n'a pas quelqu'un qui construit ses locaux, s'il n'a pas quelqu'un qui fait le ménage, s'il n'a pas quelqu'un qui s'occupe, qui crée des vêtements, s'il n'a pas quelqu'un, les gens qui travaillent dans son entreprise, il ne peut pas faire ce qu'il fait. On dépend tous les uns des autres du matin au soir. Et si on est avec cette nouvelle croyance, alors évidemment, on est davantage connecté à notre élan de contribuer, davantage dans l'épanouissement, et si je vois que ça fonctionne, alors je vais alimenter cette croyance-là. Et aujourd'hui, on voit que c'est possible, parce qu'il y a certaines écoles où ça existe, parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent davantage sur ce modèle-là. C'est possible. Et en tout cas, nous, c'est notre aspiration, c'est vers ça qu'on a envie d'aller.